Je suis désolé, je ne savais pas qu'il ne t'avait pas dit. Ce furent les premiers mots que j'entendis quand je me réveillai de l'opération. La docteure ferma les rideaux de ma chambre et murmura « Votre fils a autorisé une seconde intervention, une que vous n'avez jamais consentie. » Mon monde s'est écroulé à cet instant. Moi, Marcel Dubois, 67 ans, j'étais juste venu pour me faire retirer la vésicule biliaire. C'était une intervention mineure, routinière, mais quand je me suis réveillé de l'anesthésie, je me sentais confus. Mon corps ne semblait plus le même. L'odeur d'antiseptique m'a frappé comme une gifle glacée, tandis que j'essayais de comprendre les paroles de la docteure. Les lumières du plafond m'ont aveuglé un moment et j'ai senti comme si ma tête était remplie de coton humide. Mes mains tremblaient en essayant de toucher mon abdomen, où il devait y avoir seulement une petite cicatrice, mais il y avait des bandages partout, beaucoup plus étendus que je n'aurais jamais imaginé. « Dis quoi ?» demandai-je d'une voix tremblante, bien qu'au fond de mon cœur, je pressentais déjà que la réponse me détruirait. La jeune docteure, avec des yeux pleins de compassion et de nervosité, s'assit sur la chaise à côté de mon lit. Elle portait un dossier épais sous le bras qui semblait contenir des secrets qui changeraient ma vie pour toujours. Ses mains tremblaient quand elle ouvrit le dossier médical. Le bruit des feuilles, en tournant, résonnait dans mes oreilles comme des coups de feu. « Monsieur Dubois, votre fils Mathieu a signé une autorisation pour une seconde intervention pendant que vous étiez sous anesthésie. Une opération qui n'était pas dans les plans initiaux. » Mon cœur s'est arrêté complètement. Mathieu, mon cher fils de 42 ans, en qui j'avais aveuglément confié, celui qui m'avait accompagné ce matin-là, avec son sourire rassurant, me disant que tout se passerait parfaitement, celui qui m'avait promis qu'il m'attendrait quand je me réveillerais. Un goût métallique remplit ma bouche, tandis que les souvenirs de ce matin revenaient comme des vagues. Je me souvenais vivement comment j'étais arrivé à l'hôpital, avec ma chemise bleue préférée, celle qu'il m'avait offerte pour mes 65 ans. J'avais soigneusement peigné mes cheveux, parce que j'ai toujours cru qu'une personne doit paraître présentable, même à l'hôpital. Ma sacoche était parfaitement organisée avec mes papiers, mon portefeuille et une photographie de ma défunte épouse, Edith. Mathieu avait été si attentionné ce matin-là, il m'avait préparé mon petit déjeuner préféré, tartines avec confiture de fraises et café noir bien chaud. Comme j'aimais depuis l'enfance, il avait insisté pour m'emmener personnellement à l'hôpital, bien que j'ai dit que je pouvais prendre un taxi. « Papa, je ne vais pas vous laisser aller seul pour une opération. » Il avait dit avec ce sourire qui faisait toujours fondre mon cœur. Dans la voiture, nous avions écouté les chansons de ma jeunesse. Mathieu avait mis les chansons de Charles Aznavour, qui me plaisaient tant, et j'avais chantonné doucement pendant qu'il conduisait. Il avait tenu ma main au feu rouge et m'avait dit « Tout va bien se passer, papa, c'est juste une petite opération. Dans quelques heures, nous serons de retour à la maison à regarder le match. » Valérie, sa femme, était arrivée à l'hôpital plus tard avec un bouquet de fleurs blanches qui sentait très sucré, presque écœurant. Elle m'avait embrassé sur le front avec des lèvres froides et avait murmuré qu'il m'attendrait jusqu'à ce que je me réveille. Ses yeux verts avaient brillé d'une manière étrange quand elle m'avait dit « Ne vous inquiétez de rien, beau papa, Mathieu et moi nous occuperons de tout. » Maintenant, ces mots résonnaient dans mon esprit avec une signification complètement différente. Nous occuperons de tout. Qu'avait-elle vraiment voulu dire? Quel type d'opération ai-je réussi à articuler tandis que les larmes commençaient à embuer ma vue? Ma voix sonnait brisée, comme celle d'un homme qui venait de découvrir la pire trahison de sa vie. La docteure respira profondément avant de répondre, comme si elle rassemblait le courage de dire quelque chose de terrible. Ses doigts jouaient nerveusement avec le stylo tandis qu'elle évitait mon regard. Une intervention neurologique mineure. Votre fils a prétendu que vous montriez des signes de confusion mentale et qu'il avait discuté préalablement avec d'autres médecins de la nécessité d'évaluer certaines structures cérébrales pour écarter le début de démence sénile. Les mots sont tombés sur moi comme des pierres tranchantes. Confusion mentale, démence sénile, évaluation cérébrale.
tout commençait à prendre un sens horrible et tordu. Mon esprit, encore embrumé par les effets de l'anesthésie, luttait pour comprendre l'ampleur de ce que j'entendais. Mais je n'ai pas de problème de mémoire, murmurai-je, sentant ma voix faillir. Je gère mes finances, je cuisine, je lis mes livres, je joue aux échecs avec mes amis au café. Je ne comprends pas pourquoi. La docteure acquiesça avec tristesse. Monsieur Dubois, selon les documents que votre fils a présentés, vous oublieriez des conversations importantes, perdriez des objets, auriez des épisodes de désorientation. Il a même présenté un rapport d'un gériatre privé qui vous aurait supposément évalué le mois dernier. Mon sang s'est glacé. Je n'avais jamais visité aucun gériatre. Je n'avais jamais eu de conversation sur ma santé mentale avec Mathieu. Tout ce que cette docteure décrivait était un mensonge complet, une fabrication élaborée que mon propre fils avait construite pendant que je lui faisais aveuglément confiance. « C'est impossible, » murmurai-je. Mais ma voix sonnait faible, même pour moi-même. Je n'ai jamais visité aucun gériatre, je n'ai jamais eu de problème de mémoire. Mathieu me ment. La docteure ferma les yeux un moment, comme si le poids de la situation était trop pour elle aussi. Quand elle les rouvrit, je vis un mélange de compassion et quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité professionnelle. Monsieur Dubois, je ne suis qu'interne. Je n'ai pas participé à la décision de réaliser la seconde opération. Quand je suis arrivé pour ma garde ce matin, les 2 interventions avaient déjà été complétées. Mais quand j'ai lu votre dossier et vu les circonstances, sa voix faiblit légèrement. J'ai senti que je devais vous le dire. Il ne me semblait pas correct que vous vous réveilliez sans savoir ce qui s'était vraiment passé. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues. Cette jeune docteure, une complète étrangère, avait montré plus d'honnêteté et de compassion pour moi que mon propre fils. La douleur dans ma poitrine n'était pas seulement physique, c'était comme si quelqu'un avait saisi mon cœur avec les mains et l'écrasait jusqu'à le briser en morceaux. « Où est-il maintenant ?» demandai-je, sentant la trahison se transformer lentement en une colère que je n'avais jamais éprouvée avant. « Où est Mathieu ?»« Il est parti il y a quelques heures, » dit-elle. « Il a dit qu'il avait des affaires importantes à régler et qu'il reviendrait cet après-midi pour vous ramener à la maison. » La docteure fit une pause. « Il a aussi mentionné quelque chose sur parler avec des assistants sociaux sur des options de soins de longue durée pour vous. Le monde a tangué autour de moi. Options de soins de longue durée. Les mots résonnaient dans ma tête comme des cloches funèbres. Tout commençait à s'emboîter d'une manière grotesque et terrifiante. L'opération neurologique non autorisée, les faux rapports médicaux, les évaluations inexistantes de démence sénile et maintenant des assistants sociaux évaluant des options de soins. Mon fils ne m'avait pas seulement trahi. Mon fils essayait de me déclarer mentalement incapable. « Docteur !» dis-je avec une voix qui sonnait étonnamment plus ferme que ce que je ressentais à l'intérieur. « J'ai besoin de voir tous les documents que Mathieu a présentés. J'ai besoin de savoir exactement ce qu'il a signé et ce qu'il a autorisé en mon nom. » Elle hésita, regardant vers la porte, comme si elle craignait que quelqu'un puisse écouter. « Monsieur Dubois, je ne suis pas sûr de pouvoir... » « C'est mon corps, » l'interrompis-je. Et pour la première fois en heures, ma voix avait une autorité réelle. C'est mon cerveau qui a été opéré sans mon consentement. J'ai le droit de savoir ce qu'on m'a fait et sous quel prétexte. La docteure acquiesça lentement et commença à sortir des documents du dossier. Le son du papier froissé emplissait la chambre comme le murmure de terribles secrets révélés. Quand elle posa les premiers papiers devant moi, mon cœur s'est presque arrêté. La signature n'était pas la mienne. Sur le document de consentement pour l'opération neurologique, il y avait une signature qui ressemblait vaguement à la mienne, mais qui clairement n'était pas de ma main. Quelqu'un avait falsifié mon autorisation. « Docteur », murmurai-je, pointant la signature d'un doigt tremblant. « Ce n'est pas ma signature. Quelqu'un a falsifié mon consentement. » Ses yeux se sont écarquillés.
Elle s'est penchée sur le document, l'examinant attentivement, puis a comparé la signature avec d'autres qui étaient dans mon dossier médical d'années précédentes. « Mon Dieu, murmura-t-elle, vous avez raison. Les signatures sont complètement différentes. L'inclinaison des lettres, la pression du stylo, même la taille, tout est différent. Un frisson a parcouru tout mon corps. Non seulement on avait opéré mon cerveau sans mon consentement, mais on avait falsifié des documents légaux pour le faire. Ce n'était pas seulement une trahison familiale, c'était un crime. De plus, continua la docteure, sortant d'autres papiers, voici le supposé rapport du gériatre qui a évalué votre état mental le mois dernier. J'ai pris le document avec des mains tremblantes. Le rapport était plein d'observations détaillées sur des épisodes de confusion qui n'avaient jamais eu lieu. Des conversations que je n'avais jamais eues, des symptômes que je n'avais jamais éprouvés. Selon ce papier, j'avais oublié le nom de ma défunte épouse pendant une consultation. Je m'étais perdu en rentrant du supermarché et avais eu de multiples épisodes d'agressivité inexplicables. Tout était mensonge. Chaque mot, chaque observation, chaque diagnostic préliminaire était une fabrication complète, mais c'était si bien rédigé, si professionnellement présenté, que n'importe quel médecin qui le lirait croirait que j'étais effectivement en train de développer une démence sénile. Le docteur qui a supposément écrit ce rapport, dis-je en lisant le nom à la fin du document. Vous le connaissez? La docteure secoua la tête. Docteur Raphaël Lefebvre, je n'ai jamais entendu parler de lui dans cet hôpital, et selon l'adresse qui apparaît ici, sa clinique est de l'autre côté de la ville. Quelque chose dans mon esprit a fait tilt. Raphaël. Ce nom me semblait familier, mais je ne pouvais pas identifier d'où. J'ai fermé les yeux, essayant de me souvenir, et puis ça m'a frappé comme un éclair. Raphaël était le deuxième prénom de Valérie. Son frère cadet s'appelait Raphaël et avait étudié quelque chose en rapport avec la médecine, bien qu'il n'ait jamais terminé ses études. La dernière fois que Valérie l'avait mentionné, elle avait dit qu'il travaillait dans une clinique privée, faisant du travail administratif. « Ma belle-fille », murmurai-je, sentant les pièces du puzzle commencer à s'emboîter. Son frère s'appelle Raphaël. Il a écrit ce faux rapport. La conspiration était beaucoup plus profonde que je ne l'avais imaginé. Ce n'était pas seulement Mathieu qui m'avait trahi, c'était Mathieu et Valérie, travaillant ensemble, utilisant même leurs propres membres de famille pour fabriquer de fausses preuves médicales. Ils avaient planifié cela soigneusement, méticuleusement, pendant des semaines ou peut-être des mois. Mais qu'est-ce qu'ils gagnaient à me déclarer mentalement incapable? Et puis je me suis souvenu de la conversation que j'avais entendue par hasard il y a 3 semaines. J'étais arrivé tôt chez Mathieu pour un dîner familial et je les avais entendus parler dans la cuisine. Valérie disait quelque chose sur la maison de votre père et ses économies qu'il a mises de côté. À ce moment-là, j'ai pensé qu'ils étaient juste préoccupés par ma sécurité financière dans la vieillesse, mais maintenant ces mots prenaient une signification complètement sinistre. Ma maison, mes économies, mon héritage. Ils avaient planifié de me déclarer mentalement incompétent pour prendre le contrôle de mes biens. L'opération cérébrale non autorisée n'était pas seulement pour créer des preuves médicales de problèmes cognitifs, c'était pour causer de vrais problèmes cognitifs. Ils voulaient que je me réveille confus, désorienté, peut-être avec des dommages neurologiques mineurs qui appuieraient leurs affirmations de démence. L'horreur de la réalisation m'a frappé comme une avalanche. Mon propre fils avait autorisé qu'on ouvre mon crâne et qu'on manipule mon cerveau pour de l'argent, pour une maison et quelques comptes bancaires. Il avait été prêt à détruire mon esprit et mon autonomie pour toujours. Docteur, dis-je, et ma voix avait maintenant une détermination d'acier que je ne savais pas posséder. J'ai besoin que vous documentiez tout cela. J'ai besoin de copies de tous ces documents falsifiés et j'ai besoin que vous me donniez ma sortie médicale maintenant. Monsieur Dubois, je ne peux pas vous donner votre sortie immédiatement, dit la docteure avec une préoccupation sincère. Vous venez de subir 2 opérations. Votre corps a besoin de temps pour récupérer. Et en plus, il y a des protocoles. Quoi? Des protocoles?
L'interrompis-je, sentant la colère s'allumer dans ma poitrine comme un feu. Les seuls protocoles que je vois ici sont ceux que mon fils et sa femme ont violés pour voler ma vie. Si je reste dans cet hôpital un jour de plus, ils vont revenir avec plus de faux papiers, plus de médecins achetés, plus de mensonges. La docteure mordit sa lèvre inférieure, clairement divisée entre son devoir médical et ce qu'elle savait être moralement correct. Ses yeux se sont détournés vers la porte fermée, comme si elle craignait que quelqu'un puisse entrer à tout moment. « Docteur, quel est votre nom ?» demandai-je doucement. « Docteur Patricia Durand » répondit-elle. « Patricia, avez-vous des parents ?» Elle acquiesça lentement. « Et si un jour vous vous réveilliez dans un hôpital et découvriez que quelqu'un avait autorisé des opérations sur votre cerveau sans votre connaissance, avec des documents falsifiés, dans le seul but de voler tout ce pour quoi vous avez travaillé toute votre vie, resteriez-vous tranquille à attendre qu'il revienne pour finir le travail ?» Les yeux de Patricia se sont remplis de larmes. J'ai pu voir le moment exact où son cœur de docteur s'est rendu à son cœur de fille. « D'accord, » murmura-t-elle, « mais vous devez me promettre que vous chercherez des soins médicaux si vous vous sentez mal. Les opérations cérébrales, même les mineures, peuvent avoir des effets secondaires imprévisibles. Je promets, dis-je, prenant sa main dans les miennes. Mais maintenant, j'ai besoin de partir d'ici avant qu'il revienne. » Patricia a travaillé rapidement, préparant ma documentation de sortie et faisant des copies de tous les documents frauduleux que Mathieu avait présentés. Pendant ce temps, j'ai essayé d'appeler mon frère Robert depuis le téléphone de l'hôpital. Robert était 5 ans plus jeune que moi, mais il avait toujours été plus combatif, plus méfiant du monde. Si quelqu'un pouvait m'aider à ce moment, c'était lui. « Marcel, qu'est-ce que tu fais en m'appelant de l'hôpital ?» répondit Robert d'une voix inquiète. « Tu ne devais pas déjà être chez toi en train de te reposer ?» Robert, dis-je, et ma voix a immédiatement failli. « J'ai besoin que tu viennes me chercher maintenant, et ne dis à personne que tu viens, surtout pas à Mathieu. » Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Robert me connaissait assez pour savoir que je ne demanderais jamais quelque chose comme ça sans une raison très grave. « Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Je ne peux pas t'expliquer par téléphone. Viens juste, s'il te plaît. Et Robert, amène Maître Moreau avec toi. » Maître Moreau était l'avocat qui s'était occupé des affaires légales de nos parents quand ils sont morts, un homme plus âgé, fiable, qui connaissait notre famille depuis des décennies. Si ce que je soupçonnais était vrai, j'aurais besoin de représentation légale, immédiatement. « Je serai là dans 30 minutes, » dit Robert, sans poser plus de questions. C'est ce que j'aimais le plus chez mon frère cadet. Quand la famille était en danger, il agissait d'abord et posait des questions après. Pendant que j'attendais, Patricia m'a aidé à changer la blouse d'hôpital pour mes vêtements. Ma chemise bleue était froissée et tachée, mais elle était à moi. La porter m'a fait sentir comme si je réclamais une partie de mon identité qui avait été violée. « Monsieur Dubois, » dit Patricia en m'aidant à boutonner les boutons. « Il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir. Quand votre fils a rempli les papiers pour l'opération supplémentaire, il a aussi signé quelque chose appelé pouvoir de décision médicale temporaire. Essentiellement, cela lui donne l'autorité légale de prendre toutes vos décisions médicales pendant que vous êtes sous soins hospitaliers. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Cela signifie que, techniquement, il a le droit légal de vous garder hospitalisé aussi longtemps qu'il le juge nécessaire pour votre récupération et évaluation. S'il revient et dit que vous n'êtes pas prêt à rentrer chez vous, l'hôpital devrait respecter sa décision. L'horreur de la situation s'est intensifiée. Non seulement ils avaient opéré mon cerveau sans permission, mais ils avaient créé un piège légal pour me garder prisonnier à l'hôpital jusqu'à ce qu'ils atteignent leurs objectifs. « Combien de temps ce pouvoir est-il valide ?» demandai-je d'une voix tremblante. « Selon le document, jusqu'à ce que vous soyez évalué par un comité de santé mentale et déclaré compétent pour prendre vos propres décisions médicales. » C'était un piège parfait. Avec les faux documents qu'ils avaient présentés,
suggérant une démence sénile et avec les effets de l'opération cérébrale causant une confusion potentielle, il serait presque impossible de convaincre un comité de santé mentale que j'étais complètement compétent, surtout si ce comité incluait le docteur Raphaël Lefebvre, le frère de Valérie, qui avait écrit le faux rapport initial. « Patricia, dis-je, saisissant son bras avec désespoir. Si mon fils revient avant que mon frère arrive, m'aideriez-vous? Diriez-vous que je suis compétent pour prendre mes propres décisions? » Elle acquiesça fermement. « Bien sûr. Et j'ai tous ces documents photocopiés comme preuve de ce qui se passe vraiment ici. » Juste à ce moment, nous avons entendu des voix familières dans le couloir. Mon cœur s'est arrêté. C'était la voix de Mathieu conversant avec quelqu'un d'autre, probablement une infirmière ou un administrateur de l'hôpital. Oui, mon père a été très confus dernièrement. Il disait avec cette voix inquiète que j'avais cru sincère pendant des années. Le docteur a dit que l'opération supplémentaire pourrait aider à diagnostiquer le problème, mais je pense qu'il va avoir besoin de soins spécialisés après ça. Patricia et moi nous sommes regardés avec panique. Il était revenu plus tôt que prévu, et par le ton de sa conversation, il préparait déjà le terrain pour la prochaine phase de son plan. « Je dois sortir d'ici », murmurai-je. Patricia a couru vers la fenêtre de ma chambre. Nous étions au 2e étage, mais il y avait un escalier de secours externe juste à côté. « Vous pouvez marcher ?» demanda-t-elle d'urgence. Bien que je me sente faible et étourdi, l'adrénaline me donnait des forces que je ne savais pas avoir. « Je peux essayer ?» Patricia ouvrit la fenêtre soigneusement. L'air frais de l'après-midi m'a frappé le visage, et pour un moment, je me suis senti comme un prisonnier goûtant la liberté pour la première fois en années. « Monsieur Dubois », dit Patricia, mettant les copies de tous les documents dans un sac plastique. « Prenez, c'est toute la preuve dont vous aurez besoin pour prouver ce qu'ils vous ont fait. Et prenez aussi mon numéro de téléphone. Si vous avez besoin que je témoigne sur ce que nous avons trouvé aujourd'hui, je le ferai. » Les larmes ont coulé sur mes joues. Cette jeune docteure qui ne me connaissait que depuis quelques heures risquait sa carrière pour m'aider. Pendant ce temps, le fils que j'avais élevé et aimé pendant 42 ans planifiait de voler ma dignité, mon autonomie et mon avenir. « Patricia, je ne pourrai jamais assez vous remercier, » dis-je en prenant ses mains. « Vous m'avez rendu ma vie. Vous vous rendez votre propre vie, » répondit-elle. « Je vous donne juste les outils pour vous battre. » Les voix dans le couloir se rapprochaient. Mathieu serait probablement dans ma chambre en moins d'1 minute. Avec précaution, j'ai commencé à sortir par la fenêtre vers l'escalier de secours. Chaque pas faisait mal, mais la douleur physique n'était rien comparée à la douleur de la trahison que je portais dans mon cœur. Pendant que je descendais lentement les marches métalliques, j'ai pu entendre Mathieu entrer dans ma chambre. « Où est mon père ?» cria-t-il. « Il est parti », répondit Patricia avec un calme admirable. « Il a signé sa propre sortie et est parti. C'est impossible. Il ne peut pas prendre ses décisions. Il est mentalement incapable. Monsieur, votre père était parfaitement lucide quand il est parti, plus lucide que vous aimeriez qu'il le soit. Quand je suis arrivé au parking, mes jambes tremblaient comme des feuilles au vent. Chaque pas me rappelait que je venais littéralement de m'échapper par la fenêtre d'un hôpital après 2 opérations. Mais l'adrénaline et la colère me maintenaient debout. Je me suis caché derrière quelques voitures, attendant de voir la voiture de Robert, pendant que mon cœur battait si fort que je pensais que tout le monde pouvait l'entendre. En quelques minutes, j'ai vu la vieille Peugeot 206 verte de mon frère entrer dans le parking. Robert avait toujours eu un 6e sens pour les urgences familiales. Il avait même amené Maître Moreau, comme je l'avais demandé. L'avocat est descendu de la voiture avec sa mallette noire et cette expression sérieuse qu'il avait perfectionnée pendant des décennies de résolution de problèmes légaux compliqués. « Robert !» criai-je à voix basse, sortant de ma cachette. Mon frère a couru vers moi et m'a enveloppé dans une étreinte qui a failli me faire m'écrouler. Ses cheveux gris sentaient la lotion après rasage qu'il utilisait depuis que nous étions jeunes. Et pour un moment, je me suis senti comme si nous étions à nouveau des enfants, nous protégeant mutuellement du monde. « Marcel, tu as l'air horrible, » dit-il, s'écartant pour examiner mon visage. « Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang ?»
Nous devons partir avant que Mathieu descende, dis-je d'urgence. Je t'explique tout dans la voiture. Maître Moreau s'est approché avec ce calme professionnel qui le caractérisait. Marcel, vous êtes dans une sorte de problème légal ? Le pire type de problème légal que vous pouvez imaginer, répondis-je, lui tendant le sac avec les documents que Patricia m'avait donnés. Mon propre fils a falsifié ma signature pour autoriser une opération cérébrale non consentie. Tout pour me déclarer mentalement incapable et voler mon héritage. L'expression de Maître Moreau est passée immédiatement de la curiosité professionnelle à l'horreur sincère. En ses 40 ans de pratique légale, il avait vu beaucoup de choses, mais je pouvais voir dans ses yeux que cela l'avait profondément touché. Nous sommes montés rapidement dans la voiture de Robert. Pendant qu'il conduisait vers sa maison, je leur ai raconté toute l'histoire depuis le début. Je leur ai montré les documents falsifiés. J'ai expliqué à propos du docteur Raphaël Lefebvre, qui était probablement le frère de Valérie. J'ai décrit comment je m'étais réveillé sans savoir qu'on avait opéré mon cerveau. Robert a dû arrêter la voiture 2 fois parce qu'il tremblait de rage. « Ce salaud » murmura-t-il entre ses dents. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose d'étrange chez Valérie, mais je n'ai jamais pensé que Mathieu serait capable de quelque chose comme ça. Maître Moreau a examiné chaque document soigneusement, prenant des notes sur un bloc jaune. Quand j'ai terminé mon récit, il a fermé le dossier et m'a regardé avec une gravité qui m'a glacé le sang. « Marcel, ce n'est pas seulement une trahison familiale, c'est une conspiration criminelle. Falsification de documents, agression médicale non consentie et, possiblement, tentative de fraude contre personnes âgées. Nous parlons d'accusations qui pourraient envoyer Mathieu et Valérie en prison pour des années. » Les mots semblaient surréalistes. Prison. Mon fils, en prison. Il y a 24 heures, j'étais un père fier qui se préparait pour une opération mineure avec le soutien de sa famille aimante. Maintenant, j'étais une victime d'un crime élaboré, perpétré par les mêmes personnes en qui j'avais le plus confiance. Mais d'abord, continua Maître Moreau, nous devons garantir votre sécurité légale immédiate. Avec ce pouvoir de décision médicale temporaire que Mathieu a signé, il peut essayer de vous faire interner involontairement. Il pourrait appeler la police et leur dire que vous êtes un danger pour vous-même à cause de votre démence. Il peut faire ça ? Demandai-je, horrifié avec les faux documents qu'il a présentés. Oui, au moins temporairement, jusqu'à ce que nous puissions démontrer qu'ils sont frauduleux. Nous devons vous emmener dans un endroit sûr et commencer à construire votre défense immédiatement. Robert a garé devant sa maison une petite mais accueillante propriété qu'il avait achetée après son divorce. Il avait toujours été plus indépendant que moi, plus méfiant de dépendre des autres. Maintenant, j'enviais cette indépendance. « Tu restes ici avec moi », déclara Robert en ouvrant la porte principale. « Et le premier qui essaie de te sortir de ma maison va avoir affaire à moi. » Ce soir-là, assis dans la cuisine de Robert, avec des tasses de thé chaud, j'ai enfin pu traiter complètement ce qui s'était passé. Maître Moreau était retourné à son bureau pour commencer à enquêter sur le vrai docteur Raphaël Lefebvre et préparer une stratégie légale. Mais il avait clairement dit que la situation était grave. « Marcel, » dit Robert, prenant ma main sur la table. « Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit parce que je ne voulais pas créer de problèmes familiaux. » Je le regardais avec expectative. Il y a 6 mois, Mathieu m'a appelé, demandant à propos du testament de maman et papa. Il voulait savoir exactement ce que tu avais hérité. Combien valait la maison, si tu avais des comptes bancaires qu'il ne connaissait pas. Quand j'ai demandé pourquoi il voulait savoir, il m'a dit qu'il était préoccupé par ta sécurité financière dans la vieillesse. Mon estomac s'est serré. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que ce n'était pas ses affaires, que s'il avait des préoccupations, il devrait te parler directement. Mais Marcel, la façon dont il demandait ne ressemblait pas à une préoccupation filiale, ça ressemblait à quelqu'un faisant un inventaire. Les pièces continuaient à s'emboîter dans le puzzle horrible qu'était ma nouvelle réalité.
Mathieu avait planifié ça pendant des mois. L'opération de la vésicule biliaire avait probablement été juste une opportunité parfaite pour exécuter un plan qu'il avait déjà complètement développé. Mais continua Robert. La semaine dernière, Valérie est venue me rendre visite. Elle n'avait jamais fait ça avant. Elle a commencé à faire des commentaires sur combien elle était inquiète pour toi, qu'elle t'avait vu confus dernièrement, que peut-être c'était le moment de considérer une maison de retraite. Il préparait le terrain, murmurai-je, créant un récit. Exactement. Et quand j'ai dit que je t'avais vu parfaitement bien, Valérie m'a dit que peut-être je ne voyais pas les signes parce que j'arrivais aussi à cet âge. La cynique suggérait que je pourrais aussi développer une démence. L'audace du plan m'a coupé le souffle. Non seulement ils avaient attaqué ma compétence mentale, mais ils avaient essayé de m'isoler de mon frère, mon seul soutien familial fiable, suggérant qu'il aussi n'était pas fiable à cause de son âge. Cette nuit-là, j'ai peu dormi. Chaque bruit me faisait sursauter, pensant que Mathieu avait trouvé où j'étais et venait avec les autorités pour me ramener à l'hôpital. Mais il y avait aussi quelque chose d'autre qui me gardait éveillé, une colère froide et déterminée que je n'avais jamais ressentie avant dans ma vie. Pendant 67 ans, j'avais été l'homme qui maintenait la paix, qui évitait les conflits, qui mettait les besoins de sa famille avant les siens. J'avais élevé Mathieu avec un amour inconditionnel. Je l'avais soutenu dans chaque décision. J'avais accepté Valérie dans la famille, même quand mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas avec elle. Mais ce Marcel était mort dans ce lit d'hôpital quand je me suis réveillé et ai découvert la trahison. L'homme qui était maintenant allongé dans le lit d'ami de Robert était différent. C'était un homme qui avait été poussé au-delà de sa limite et qui comprenait maintenant que la bonté sans limite pouvait être une faiblesse dangereuse. Le lendemain matin, Maître Moreau est arrivé tôt avec des nouvelles. Il avait enquêté sur le docteur Raphaël Lefebvre et confirmé nos soupçons. « Il n'existe pas », annonça-t-il, s'asseyant à la table de la cuisine avec un dossier plein de documents. J'ai cherché dans tous les registres médicaux régionaux, conseils professionnels, annuaires de spécialistes. Il n'y a aucun docteur Raphaël Lefebvre avec les qualifications décrites dans ce rapport. Donc, c'est définitivement le frère de Valérie. Dis-je plus que ça, j'ai enquêté sur Raphaël Lefebvre, qui est le vrai nom du frère de Valérie. Il a des antécédents pour falsification de documents et a été expulsé de la faculté de médecine il y a 10 ans pour conduite académique malhonnête. La conspiration était encore plus profonde que ce que j'avais imaginé. Non seulement ils avaient utilisé un membre de la famille pour créer de faux documents, mais ils avaient utilisé spécifiquement quelqu'un avec de l'expérience en fraude pour le faire. Nous avons assez de preuves pour porter des accusations criminelles, continua Maître Moreau. Mais Marcel, j'ai aussi de mauvaises nouvelles. Mathieu a présenté une pétition d'urgence au tribunal, ce matin pour que vous soyez évalué mentalement et placé sous protection. Mon cœur a coulé. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous avons une audience judiciaire dans 3 jours. Si le juge détermine que vous êtes mentalement incompétent basé sur les documents que Mathieu a présentés, vous serez placé sous tutelle légale. Vous perdrez le droit de prendre vos propres décisions financières, médicales et personnelles. 3 jours, répétai-je, sentant la panique monter dans ma gorge comme de l'eau glacée. Seulement 3 jours pour démontrer que je ne suis pas fou. Maître Moreau acquiesça gravement. Le tribunal traite ces cas comme des urgences quand il y a des preuves supposées de détérioration mentale rapide. Mathieu a présenté une déclaration sous serment disant qu'après l'opération, vous montrez des signes de paranoïa sévère, que vous vous êtes échappé de l'hôpital sans autorisation médicale et que maintenant, vous faites des accusations irrationnelles contre votre propre famille. Mais nous avons les documents falsifiés, m'exclamai-je, sentant l'injustice me brûler à l'intérieur. Nous avons la preuve que tout est un mensonge. Je sais, et nous allons présenter toute cette preuve, mais, Marcel, vous devez comprendre quelque chose. Le système légal est conçu pour protéger les personnes âgées des abus, mais il est aussi conçu pour les protéger d'eux-mêmes quand il y a des preuves de démence.
Les juges ont tendance à être très conservateurs dans ces cas. S'il y a un doute, ils préfèrent se tromper du côté de la protection. Robert frappa sur la table avec le poing. C'est absurde. Mon frère est plus lucide que la moitié des politiciens au gouvernement, et ils vont le traiter comme s'il était un enfant perdu. Le problème, continua Maître Moreau, c'est que Mathieu a été très intelligent. Non seulement il a présenté de faux documents médicaux, mais il a aussi obtenu des déclarations de témoins qui ont apparemment observé votre comportement erratique. Quels témoins ? Demandai-je d'une voix tremblante. Maître Moreau consulta ses notes. Valérie, bien sûr, mais aussi quelqu'un appelé Lydie Martin, qui dit être votre voisine et qui a remarqué que vous avez agi étrangement dernièrement. Mon sang s'est glacé. Lydie Martin était en effet ma voisine, mais elle habitait 3 maisons plus loin et nous échangions à peine plus que des salutations polies quand nous nous rencontrions au supermarché. Je n'avais aucune idée de comment Mathieu avait réussi à lui faire signer une déclaration sur mon comportement. « Que dit exactement cette déclaration ?» demandai-je. « Qu'elle vous a vu sortir de chez vous en sous-vêtements à plusieurs occasions, que vous avez parlé tout seul dans le jardin, qu'une fois vous l'avez confondu avec votre frère décédé Claude et avez essayé de l'inviter à jouer aux cartes. Chaque accusation était un coup de poignard. Claude était mort il y a 15 ans, et je n'avais jamais confondu personne avec lui. Je n'étais jamais sorti en sous-vêtements. Et si je parlais tout seul dans le jardin, c'était parce que j'avais ainsi traité les problèmes toute ma vie, une habitude inoffensive qui venait depuis l'enfance. Mathieu connaît toutes mes habitudes, murmurai-je. Il a vécu dans ma vie assez longtemps pour prendre des choses normales et les tordre jusqu'à ce qu'elles sonnent comme des symptômes de démence. Exactement, acquiesça Maître Moreau. C'est pourquoi nous avons besoin d'une stratégie très solide pour l'audience. Nous ne pouvons pas seulement nous défendre, nous devons attaquer. Nous devons démontrer que toute cette situation est une conspiration élaborée pour s'emparer de votre patrimoine. Les 3 jours suivants ont été les plus intenses de ma vie. Maître Moreau a travaillé jour et nuit préparant notre cas. Il a contacté Patricia Durand, la docteure interne qui m'avait aidé à m'échapper de l'hôpital, et elle a accepté de témoigner sur les irrégularités dans les documents médicaux et la nature non autorisée de l'opération cérébrale. Il a aussi enquêté plus profondément sur Raphaël Lefebvre. Le frère de Valérie n'avait pas seulement des antécédents pour falsification, mais il avait été arrêté 2 fois pour des escroqueries dirigées spécifiquement contre des personnes âgées. Il avait travaillé dans plusieurs cliniques privées qui ont ensuite été fermées pour pratiques frauduleuses. Pendant ce temps, Robert est devenu mon détective privé. Je suis allé parler avec Lydie Martin pour essayer de comprendre comment ils avaient réussi à lui faire signer cette fausse déclaration. Je l'ai trouvée dans le jardin, me rapporta Robert cet après-midi. Au début, elle a refusé de me parler, mais quand j'ai expliqué ce qui se passait, elle est devenue pâle comme un fantôme. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Que Valérie était allée la voir il y a 2 semaines. Elle lui a dit qu'elle était inquiète pour ta santé mentale et a demandé si elle avait remarqué quelque chose d'étrange dans ton comportement. Quand Lydie a dit que non, Valérie a insisté, suggérant des choses spécifiques qui auraient supposément pu arriver. Comme quoi ? Comme sortir avec des vêtements inadéquats ou parler avec des gens qui n'étaient pas là. Lydie dit que Valérie était très persuasive, qu'elle a continué à insister jusqu'à ce que finalement Lydie admette que peut-être elle avait vu quelque chose, bien qu'elle n'en soit pas sûre. Valérie a immédiatement sorti des papiers et lui a demandé de signer une déclaration pour ton propre bien. C'était de la pure manipulation psychologique. Valérie avait utilisé des techniques d'interrogatoire pour planter de faux souvenirs dans l'esprit d'une femme plus âgée qui se sentait probablement confuse et sous pression par toute la situation. « Lydie va nous aider ?» demandai-je avec espoir. « Elle est terrifiée, » admit Robert. Elle dit qu'elle ne savait pas qu'elle signait quelque chose qui serait utilisé devant un tribunal, mais elle a accepté de faire une déclaration corrigeant son témoignage précédent. Cette nuit-là, seul dans ma chambre temporaire, j'ai revu mentalement tout mon patrimoine.
La maison qu'Edith et moi avions achetée il y a 40 ans valait maintenant presque 400 000 € à cause de la gentrification du quartier. Mes comptes d'épargne et certificats de dépôt totalisaient encore 200 000 €. Ma police d'assurance vie avait une valeur de 150 000 €. C'était presque 750 000 € au total, assez d'argent pour que deux personnes sans scrupules soient prêtes à détruire l'esprit d'un vieil homme pour l'obtenir. Mais il y avait quelque chose d'autre qui me dérangeait, quelque chose que je ne pouvais pas identifier complètement, la précision du plan, la sophistication de la manipulation légale et médicale, la façon dont ils avaient anticipé chaque obstacle possible. Ce n'était pas quelque chose que Mathieu aurait inventé seul. Il était intelligent, mais il n'était pas un génie du crime. Le matin de l'audience, Maître Moreau est arrivé chez Robert avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer complètement. Ça semblait être un mélange d'espoir et d'inquiétude. « J'ai des nouvelles », annonça-t-il, « bonnes et mauvaises. Donnez-moi les mauvaises d'abord, dis-je, me préparant mentalement. J'ai enquêté sur le juge qui va présider votre audience. Le juge Rousseau a la réputation d'être très conservateur dans les cas de compétences mentales des personnes âgées. Au cours des 5 dernières années, il a décidé en faveur de la tutelle protectrice dans 85% des cas qu'il a vus. Mon cœur a coulé. Et les bonnes nouvelles, j'ai trouvé quelque chose d'autre sur cette conspiration qui pourrait tout changer, dit Maître Moreau, ouvrant son dossier. Vous vous souvenez que j'ai mentionné que Raphaël Lefebvre avait travaillé dans plusieurs cliniques qui ont été fermées pour fraude. J'ai acquiescé. Eh bien, une de ces cliniques se spécialisait dans quelque chose de très spécifique. Aider les familles à obtenir la tutelle légale sur des personnes âgées riches pour accéder à leur patrimoine. Ils avaient tout un système de faux médecins, des rapports médicaux fabriqués, des témoins formés pour donner des témoignages convaincants sur la détérioration mentale. La salle a commencé à tourner autour de moi. Vous dites que c'est une partie d'une opération plus large ? Je dis que votre fils et votre belle-fille ont possiblement engagé les services d'un réseau criminel organisé qui se spécialise dans ce type de fraude. Et si c'est vrai, alors vous n'êtes pas leur première victime. Maître Moreau a posé un dossier épais sur la table. J'ai trouvé des dossiers d'au moins 12 cas similaires au cours des 3 dernières années. Des personnes âgées, saines et mentalement compétentes qui ont soudainement été déclarées incapables après des opérations mineures qui ont abouti à des procédures cérébrales non autorisées. L'ampleur de la situation m'a frappé comme une avalanche. Je n'étais pas seulement victime de la trahison de ma famille, j'étais victime d'une opération criminelle sophistiquée qui avait perfectionné l'art de voler l'autonomie et le patrimoine des personnes âgées. Maître Moreau, dis-je d'une voix tremblante, si c'est aussi gros que ça en a l'air, avons-nous vraiment des chances de gagner aujourd'hui ? Il m'a regardé droit dans les yeux. Marcel, nous allons faire plus que gagner. Nous allons exposer tout ce réseau criminel et nous assurer qu'ils ne pourront plus jamais faire ça à une autre famille. Le tribunal était plus plein que ce à quoi je m'attendais. En plus de Mathieu et Valérie, qui étaient assis de l'autre côté de la salle avec leur avocat, il y avait plusieurs personnes que je ne reconnaissais pas. Maître Moreau m'a expliqué à voix basse que certains étaient des reporters de journaux locaux, car il avait filtré des informations sur l'affaire pour créer une pression publique. « La publicité nous aide », murmura-t-il. « Les juges ne veulent pas apparaître dans les journaux comme complices de fraude contre personnes âgées. Quand le juge Rousseau est entré, mon cœur s'est presque arrêté. C'était un homme plus âgé, aux cheveux blancs et à l'expression sévère, qui m'a immédiatement rappelé mon défunt père quand il était en colère. Ses yeux semblaient évaluer tout dans la salle avec une précision chirurgicale. « C'est l'affaire Mathieu Dubois contre Marcel Dubois », annonça le greffier du tribunal. « Pétition de tutelle d'urgence pour incompétence mentale. » L'avocat de Mathieu, un homme élégant en costume gris, qui semblait sorti d'un film américain, s'est levé en premier. Sa présentation était dévastatrice et efficace.
Il a parlé de ma supposée détérioration mentale avec une conviction qui m'a presque fait douter de ma propre santé mentale. « Monsieur le juge », dit-il d'une voix grave et inquiète, « nous sommes ici aujourd'hui parce qu'une famille aimante essaie désespérément de protéger son patriarche des dangers d'une démence rapidement progressive. Monsieur Marcel Dubois, 67 ans, a montré des signes alarmants de détérioration cognitive ces dernières semaines. Il a présenté le faux rapport du docteur Raphaël Lefebvre comme si c'était la Bible. Il a lu chaque symptôme inventé avec une gravité qui m'a donné la nausée, paranoïa, épisode d'agressivité, perte de mémoire à court terme, désorientation temporelle et spatiale. Plus inquiétant encore, continua l'avocat, après une opération médicale de routine, M. Dubois s'est échappé de l'hôpital contre l'avis médical, mettant sa vie en danger. Maintenant, il fait des accusations irrationnelles contre sa propre famille, alléguant des conspirations élaborées qui sont clairement le produit d'un esprit affecté par la démence. Quand Mathieu est monté à la barre pour témoigner, je pouvais à peine reconnaître l'homme que j'avais élevé. Sa performance était parfaite. De vraies larmes coulaient sur ses joues pendant qu'il décrivait combien c'était douloureux de voir son cher père se perdre dans la confusion mentale. « C'est l'homme le plus fort que j'ai jamais connu, » dit-il d'une voix brisée. « Il m'a élevé seul après la mort de ma mère. Il a travaillé à 2 emplois pour me donner une éducation. Il a toujours été mon héros. Le voir ainsi est déchirant. » Ses larmes semblaient si réelles que pour un moment, j'ai douté de moi-même. Était-il possible que je sois vraiment confus, que toute cette situation soit le produit de dommages cérébraux causés par l'opération? Mais ensuite, Valérie est montée à la barre et sa performance était légèrement moins convaincante. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une froideur calculée qui filtrait à travers son masque de belle-fille inquiète. « Marcel a toujours été un homme indépendant », déclara Valérie. Mais ces derniers mois, nous l'avons vu changer. Il oublie des conversations que nous venons d'avoir. Une fois, il m'a confondu avec sa sœur morte. Nous l'avons trouvé dans le jardin à 3 heures du matin, complètement désorienté. Chaque mensonge était comme un clou dans mon cercueil. Le juge Rousseau prenait des notes soigneusement et son expression devenait plus grave à chaque témoignage. Quand Lydie Martin a témoigné par téléphone depuis chez elle, confirmant les supposées observations de comportement erratique, j'ai senti comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds. Bien que Robert ait parlé avec elle et que Lydie ait promis de dire la vérité, elle semblait maintenant terrifiée et confirmait seulement sa déclaration originale. « Oui, monsieur le juge, » dit-elle d'une voix tremblante, « j'ai vu des comportements préoccupants. » Marcel semblait confus. Après 2 heures de témoignages dévastateurs, c'était notre tour. Maître Moreau s'est levé avec une confiance qui contrastait dramatiquement avec ma panique interne. « Monsieur le juge, commença-t-il, ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas la tentative aimante d'une famille de protéger son patriarche. C'est l'exemple le plus calculé et cruel de fraude contre personnes âgées que j'ai vu en 4 décennies de pratiques légales. » Le changement dans l'atmosphère de la salle était immédiat. Les reporters se sont penchés en avant. Le juge Rousseau a levé les sourcils. Mathieu et Valérie ont échangé des regards nerveux. Les documents médicaux présentés par le pétitionnaire ne sont pas seulement falsifiés, continua Maître Moreau, mais ils ont été créés par un individu avec des antécédents criminels pour fraude, qui a participé à un réseau criminel qui se spécialise dans le vol du patrimoine de personnes âgées à travers des déclarations frauduleuses d'incompétence mentale. Maître Moreau a présenté méthodiquement chaque pièce de preuve, les documents falsifiés, les antécédents criminels de Raphaël Lefebvre, l'analyse graphologique qui confirmait que ma signature avait été falsifiée, les dossiers du réseau criminel de cliniques de fraude. Mais le moment le plus dramatique est arrivé quand Patricia Durand est montée à la barre. La jeune docteure était clairement nerveuse, mais son témoignage était dévastateur. « Monsieur le juge, » dit-elle d'une voix claire, « quand je me suis réveillé de ma garde et ai revu le cas de monsieur Dubois, j'ai immédiatement remarqué des irrégularités graves,
Une opération cérébrale avait été autorisée et réalisée sans le consentement du patient, se basant uniquement sur des documents que nous savons maintenant être faux. Le juge Rousseau s'est penché en avant. « Docteur, êtes-vous en train de dire qu'une opération cérébrale non consentie a été réalisée sur Monsieur Dubois ?»« Exactement, monsieur le juge. » Et quand j'ai confronté Monsieur Dubois avec cette information, il était complètement lucide et légitimement indigné. Il n'a montré aucun signe de confusion mentale ou de détérioration cognitive. Sa réaction était exactement celle que j'attendrais de toute personne compétente qui découvrirait qu'elle a été victime d'une telle violation. Et dans votre opinion médicale professionnelle, Monsieur Dubois montre-t-il des signes de démence ou d'incompétence mentale? Absolument pas, monsieur le juge. Monsieur Dubois est complètement compétent mentalement. Les symptômes décrits dans les rapports présentés par son fils ne correspondent absolument pas à mon observation directe du patient. Quand ce fut mon tour de témoigner, je me suis levé avec les jambes tremblantes, mais avec l'esprit plus clair qu'il ne l'avait été depuis des jours. Maître Moreau m'avait préparé, mais je savais que ce moment définirait le reste de ma vie. Monsieur le juge, commençai-je. Il y a une semaine, j'étais un père fier, qui faisait complètement confiance à son fils. Je suis allé à l'hôpital pour une petite opération de la vésicule biliaire, croyant que ma famille m'aimait et me protégerait. Ma voix devenait plus forte à chaque mot. Je me suis réveillé pour découvrir que le fils que j'avais élevé, que j'avais aimé inconditionnellement pendant 42 ans, avait autorisé qu'on ouvre mon crâne et qu'on manipule mon cerveau sans mon consentement. Et il ne l'a pas fait par amour ou préoccupation médicale. Il l'a fait parce qu'il veut voler ma maison, mes économies et ma dignité. Et comment vous sentez-vous à propos de la pétition de votre fils pour que vous soyez placé sous tutelle ? Demanda Maître Moreau. Je me sens trahi de la manière la plus profonde possible, répondis-je, regardant directement Mathieu. Mais je me sens aussi déterminé à me battre, pas seulement pour moi, mais pour toutes les personnes âgées qui ont été victimes de ce type de fraude. Mon esprit est parfaitement clair, monsieur le juge, assez pour savoir que mon fils n'est plus l'homme que j'ai élevé et assez pour savoir que je mérite justice. Le contre-interrogatoire de l'avocat de Mathieu était brutal, mais je suis resté ferme. Il a essayé de me confondre avec des questions compliquées sur les dates et les détails, mais Maître Moreau m'avait bien préparé. J'ai répondu à chaque question avec précision et confiance. Monsieur Dubois, dit l'avocat d'une voix condescendante. N'est-il pas possible que votre paranoïa à propos de votre famille soit exactement le type de symptôme qui indique une détérioration mentale? Ce n'est pas de la paranoïa quand vous avez des documents falsifiés comme preuve, répondis-je fermement. Ce n'est pas de la paranoïa quand vous avez des dossiers médicaux qui montrent une opération cérébrale non autorisée. Ce n'est pas de la paranoïa quand vous avez des preuves d'un réseau criminel, c'est de la survie. Le juge Rousseau a demandé une pause de 30 minutes pour revoir toutes les preuves. Ces 30 minutes ont été les plus longues de ma vie. Je me suis assis à côté de Maître Moreau et Robert, essayant de lire l'expression du juge, essayant d'imaginer ce qu'il pensait pendant qu'il examinait les documents. Quand il est revenu, son expression était inscrutable. Il s'est assis à sa place, a organisé quelques papiers et a finalement parlé « En mes 23 ans comme juge », commença-t-il. J'ai vu beaucoup de cas de familles vraiment préoccupées, essayant de protéger des proches atteints de démence. J'ai aussi vu des cas d'abus de personnes âgées, mais je n'avais jamais vu un cas qui combinait fraude médicale, falsification de documents et conspiration criminelle à une échelle si élaborée. Mon cœur battait si fort que je pensais que toute la salle pouvait l'entendre. Après avoir examiné toutes les preuves présentées, continua le juge Rousseau, je constate que la pétition de tutelle présentée par Mathieu Dubois non seulement manque de mérite, mais semble faire partie d'un schéma criminel élaboré pour frauder M. Marcel Dubois de ses biens et de son autonomie. Le soulagement que j'ai ressenti était si intense que j'ai presque perdu connaissance. Robert a saisi ma main et l'a serrée fort. Maître Moreau a fermé les yeux un moment,
comme s'il avait retenu son souffle pendant des heures, mais le juge Rousseau n'avait pas terminé. « Plus préoccupant encore », continua-t-il d'une voix de plus en plus sévère. « Les preuves présentées suggèrent que M. Dubois a été soumis à une opération cérébrale non consentie, basée sur des documents médicaux falsifiés. Cela constitue non seulement une fraude civile, mais potentiellement une agression criminelle grave. » Il s'est adressé directement à Mathieu et Valérie, qui étaient maintenant pâles comme des fantômes. « Monsieur Dubois, les actions décrites dans ce tribunal, si elles sont vraies, représentent l'une des formes les plus méprisables d'abus de personnes âgées que j'ai jamais vues. Autoriser une opération cérébrale non consentie sur votre propre père pour faciliter le vol de son patrimoine est un acte de cruauté qui défie toute compréhension humaine. » Mathieu a essayé de se lever pour répondre, mais son avocat l'a forcé à s'asseoir. Valérie avait des larmes qui coulaient sur son visage, mais ce n'étaient pas des larmes de remords, c'étaient des larmes de panique de quelqu'un qui savait qu'elle avait été prise. « Par conséquent, déclara le juge Rousseau, non seulement je rejette la pétition de tutelle, mais j'ordonne ce qui suit. Premièrement, tous les documents liés à cette affaire seront immédiatement transmis au procureur de la République pour enquête criminelle. Deuxièmement, j'ordonne une enquête complète sur le réseau criminel mentionné dans le témoignage. Troisièmement, M. Mathieu Dubois et Mme Valérie Dubois sont interdits de tout contact avec M. Marcel Dubois pendant que cette enquête est en cours. » Le marteau du juge a résonné dans la salle comme un coup de canon. J'avais gagné. Mais plus que ça, j'avais exposé une conspiration criminelle qui pourrait sauver d'autres personnes âgées de souffrir ce que j'avais souffert. En sortant du tribunal, Mathieu a essayé de s'approcher de moi. Son masque de fils inquiet avait complètement disparu, remplacé par quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage avant. De la haine pure. « Ce n'est pas fini », siffla-t-il à voix basse en passant à côté de moi. « Tu vas regretter d'avoir fait ça, vieux fou. » Ces mots m'ont confirmé que j'avais pris la bonne décision. Le fils que j'avais élevé avait disparu depuis longtemps, remplacé par cet étranger cruel qui était prêt à détruire l'esprit de son propre père pour de l'argent. Les jours suivants ont été un tourbillon d'activités. Les reporters voulaient des interviews, le procureur de la République voulait des témoignages détaillés. Maître Moreau travaillait avec les autorités pour traquer le réseau criminel qui avait facilité la fraude. Une semaine après l'audience, Maître Moreau est arrivé chez Robert avec des nouvelles extraordinaires. « Marcel, dit-il clairement ému, l'enquête a découvert quelque chose d'incroyable. Ce réseau criminel a opéré pendant au moins 5 ans et ils ont identifié plus de 40 victimes. 40, répétai-je, horrifié. 40 familles ont traversé ça. 40 personnes âgées qui ont été déclarées mentalement incompétentes à travers des documents médicaux falsifiés et des opérations non consenties. La plupart ont perdu le contrôle de leurs finances et propriétés. Certaines ont été institutionnalisées contre leur volonté. 3 sont mortes dans des circonstances suspectes après les opérations cérébrales. L'ampleur de l'horreur m'a coupé le souffle. J'avais été chanceux. J'avais eu Robert, j'avais trouvé Patricia, j'avais eu la force de me battre. Mais combien d'autres personnes âgées avaient été seules, confuses, sans personne pour croire en leur santé mentale quand elles avaient essayé d'expliquer ce qui leur était arrivé. De plus, continua Maître Moreau, la police nationale a arrêté 12 personnes en lien avec ce réseau, incluant 4 médecins, 3 avocats et plusieurs membres de famille qui ont participé aux escroqueries. Raphaël Lefebvre a accepté de coopérer avec les autorités en échange d'une peine réduite et Mathieu et Valérie ont été arrêtés ce matin. Les accusations incluent conspiration, fraude, falsification de documents et agression avec blessure grave. S'ils sont condamnés, ils pourraient faire face à jusqu'à 20 ans de prison chacun. 20 ans. Mon fils pourrait passer les 2 prochaines décennies en prison pour ce qu'il m'avait fait. Une partie de moi ressentait une tristesse profonde pour le garçon que j'avais élevé, pour le jeune homme qui avait eu tant de rêves et de potentiel.
Mais cette tristesse était éclipsée par la satisfaction de savoir que justice était rendue, non seulement pour moi, mais pour toutes les victimes de ce réseau horrible. 2 mois plus tard, j'ai reçu un appel inattendu. C'était un homme appelé Henri de 73 ans, qui avait vu mon histoire dans les nouvelles. « Monsieur Dubois, dit-il d'une voix tremblante, je pense que mon fils m'a fait un peu la même chose que le vôtre m'a fait, mais tout le monde me dit que je suis fou, que j'imagine des choses. Pourriez-vous m'aider? Cet appel a changé ma vie d'une manière que je n'avais jamais anticipée. Avec l'aide de Maître Moreau, nous avons commencé à enquêter sur le cas d'Henri. Nous avons découvert qu'en effet, il avait été victime d'une escroquerie similaire, bien que non directement liée au réseau qui m'avait attaqué. Bientôt, d'autres personnes ont commencé à me contacter. Des personnes âgées qui avaient été trahies par leur propre famille, qui avaient perdu leur autonomie et dignité, qui avaient été étiquetées comme démentes quand elles avaient essayé de se défendre. J'ai décidé que je ne pouvais pas rester silencieux. Avec mon patrimoine que j'avais réussi à protéger, j'ai établi une fondation pour aider les victimes de fraude contre personnes âgées. Je l'ai appelée Voix étouffée, parce que c'était ce que nous étions tous, des voix étouffées par ceux qui étaient supposés nous aimer. La Fondation offre des services légaux gratuits, des évaluations médicales indépendantes et du soutien émotionnel pour les personnes âgées qui soupçonnent qu'elles sont victimisées par leur famille. Nous travaillons aussi avec les législateurs pour créer des lois plus fortes qui protègent les personnes âgées de ce type d'abus. 6 mois après mon audience au tribunal, Dr Patricia Durand, la médecin-chef de l'hôpital où j'avais été opéré, m'a demandé de faire une présentation à l'équipe médicale sur les signes avant-coureurs de fraude médicale liés aux personnes âgées. Dr Patricia Durand. Il a dit, se référant à Patricia, qui travaillait maintenant comme mon assistante à la Fondation. Votre courage de parler des irrégularités que vous avez remarquées a sauvé non seulement Monsieur Marcel, mais potentiellement des dizaines d'autres victimes. Patricia a souri, mais je pouvais voir qu'elle portait encore de la culpabilité pour ne pas avoir agi plus rapidement. « J'ai juste fait ce que tout médecin éthique devrait faire, » dit-elle. « Mais ça m'effraie de penser à combien de cas similaires j'ai déjà vus sans les reconnaître. » « C'est exactement pourquoi nous sommes ici, » répondis-je, pour former les professionnels médicaux, les assistants sociaux et l'équipe légale à reconnaître les signes de ce type de fraude avant qu'il ne soit trop tard. La présentation était émotive. J'ai partagé mon histoire complète, depuis me réveiller confus à l'hôpital jusqu'au moment où le juge a rejeté la pétition de tutelle. Je pouvais voir des larmes dans les yeux de plusieurs médecins et infirmières pendant que je décrivais comment c'était de découvrir que mon propre fils avait autorisé une opération cérébrale non consentie. La chose la plus importante que je veux que vous reteniez, dis-je à la fin, c'est que l'âge n'équivaut pas à l'incompétence. Le fait que quelqu'un ait 60, 70 ou 80 ans ne signifie pas automatiquement qu'il ne peut pas prendre ses propres décisions. Et quand un membre de la famille plus jeune insiste d'urgence qu'une personne âgée est incompétente, surtout quand il y a de l'argent ou des propriétés impliquées, ce sont d'énormes drapeaux rouges. Après la présentation, un jeune interne s'est approché de moi. « Monsieur Dubois, » dit-il, « je pense que j'ai une patiente en ce moment qui pourrait être dans une situation similaire. Une femme de 78 ans hospitalisée pour une opération de la hanche, mais sa fille insiste sur des procédures supplémentaires que la patiente dit n'avoir jamais autorisées. Mon cœur s'est accéléré. Une autre victime potentielle, une autre famille détruite par la cupidité. Amenez-moi à elle maintenant, dis-je immédiatement. La femme de 78 ans s'appelait Hélène, et quand je suis entré dans sa chambre, j'ai immédiatement vu la même peur et confusion dans ses yeux que j'avais ressentie des mois auparavant. Elle était connectée à plusieurs équipements médicaux et il y avait des documents médicaux éparpillés sur la table à côté de son lit. « Hélène, » dis-je doucement, m'approchant de son lit. « Mon nom est Marcel. Je suis venu parce que je pense que nous pourrions avoir quelque chose en commun. » Ses yeux se sont remplis de larmes immédiatement. « Vous aussi, » murmura-t-elle. « Votre famille aussi vous a trahi.
Dans les 2 heures suivantes, Hélène m'a raconté une histoire qui était douloureusement similaire à la mienne. Elle était hospitalisée pour une opération de la hanche de routine, mais sa fille avait autorisé des procédures supplémentaires sans consentement. Maintenant, la fille essayait de convaincre les médecins qu'Hélène avait une démence avancée et avait besoin d'être institutionnalisée de façon permanente. « Mais je n'ai pas de démence », insistait Hélène d'une voix tremblante. « Je m'occupe de ma propre maison, je cuisine pour mes voisins, je lis 3 livres par semaine. Ma fille dit que je suis confuse, mais la seule confusion que j'ai, c'est pourquoi elle fait ça. » Avec l'aide de l'interne qui m'avait alerté, nous avons examiné les documents médicaux d'Hélène. Les modèles étaient identiques. Des rapports psychiatriques d'un docteur qui n'existait pas. Des déclarations de voisins qui décrivaient des comportements qui n'avaient jamais eu lieu. Une fille soudainement préoccupée par la sécurité de sa mère après des années de contact minimal. « Hélène, dis-je en prenant sa main, vous n'êtes pas seule et vous n'êtes pas folle. Ce qui vous arrive est un crime, et nous allons l'arrêter. Maître Moreau est arrivé à l'hôpital cet après-midi avec une équipe d'enquêteurs. En moins de 24 heures, nous avions documenté assez de preuves pour démontrer que la fille d'Hélène suivait le même manuel criminel que Mathieu et Valérie avaient utilisé avec moi. Mais Hélène avait quelque chose que je n'avais pas eu, un avertissement précoce. Nous pouvions intervenir avant qu'elle soit déclarée incompétente, avant qu'elle perde le contrôle de ses finances, avant que sa fille puisse compléter le vol de son patrimoine. Quand nous avons confronté la fille d'Hélène avec les preuves, elle s'est effondrée immédiatement. Contrairement à Mathieu et Valérie, qui avaient lutté jusqu'à la fin, elle a tout admis. Elle avait été en contact avec le même réseau criminel. Elle avait payé 10 000 € pour les services de falsification de documents et manipulation légale. « J'avais besoin de l'argent », pleura-t-elle. « J'ai des dettes de jeu. Mon mari a perdu son emploi. Nous sommes sur le point de perdre notre maison. J'ai vu l'histoire de Marcel dans les nouvelles et j'ai pensé que ce serait facile. Facile, criai-je, sentant toute la colère que j'avais contenue pendant des mois. Vous avez pensé que ce serait facile de détruire l'esprit de votre propre mère. Vous avez pensé que ce serait facile de lui voler sa dignité et son autonomie. Hélène, de son lit d'hôpital, a regardé sa fille avec une tristesse qui m'a brisé le cœur. « Marthe, dit-elle doucement, si tu avais besoin d'argent, pourquoi ne m'as-tu pas demandé de l'aide? Tu sais que je t'aurais aidé. » « Parce que ce n'était pas assez, » sanglota Marthe. « J'avais besoin de tout, la maison, les économies, tout, et je savais que tu ne me le donnerais pas volontairement. » Ces mots résumaient parfaitement la mentalité criminelle qui avait infecté tant de familles. Il ne s'agissait pas de besoins désespérés, il s'agissait de pure cupidité. Ces gens ne voulaient pas d'aide, ils voulaient un contrôle total sur le patrimoine de leurs parents, peu importe le coût humain. Le cas d'Hélène a été résolu rapidement. Marthe a été arrêtée et ensuite condamnée à 8 ans de prison. Hélène a récupéré le contrôle complet de ses finances et a décidé de donner une partie significative de son patrimoine à notre fondation. « Je veux que d'autres pères et mères soient protégés », m'a dit Hélène pendant une de nos conversations régulières. « Je veux qu'aucune personne n'ait à traverser la terreur de se réveiller et de découvrir que sa propre famille l'a trahi. » Au fur et à mesure que notre fondation grandissait, nous avons commencé à recevoir des cas de tout le pays. Chaque histoire était unique dans ses détails, mais toutes partageaient les mêmes éléments de base. Des membres de familles cupides, de faux documents médicaux, des personnes âgées désespérées à qui personne ne croyait. Un des cas les plus marquants impliquait un homme de 75 ans, appelé Pierre, dont le petit-fils avait orchestré une escroquerie particulièrement cruelle. Pierre était un vétéran avec une pension militaire considérable et une maison payée. Son petit-fils, qui avait des problèmes de drogue, avait commencé à voler de l'argent des comptes de Pierre graduellement. Quand Pierre a remarqué le vol et a confronté son petit-fils, le jeune homme a eu recours au même réseau criminel qui avait attaqué tant d'autres.
Au lieu d'admettre le vol, il a prétendu que Pierre était paranoïaque et délirant et avait besoin de soins psychiatriques immédiats. Pierre a été interné involontairement dans une institution psychiatrique pendant 6 mois avant que nous puissions le sauver. Quand nous l'avons trouvé, il avait perdu 13 kilos, était profondément déprimé et avait commencé à douter de sa propre santé mentale. On m'a dit si souvent que j'étais fou, m'a confié Pierre pendant sa première visite à notre bureau, que j'ai commencé à le croire. J'ai commencé à penser que peut-être j'imaginais que mon petit-fils m'avait volé. C'est l'aspect le plus insidieux de ce type d'abus. Non seulement ils volent l'argent et la propriété des victimes, mais ils volent aussi leur confiance en leur propre esprit. Les auteurs utilisent des techniques sophistiquées de manipulation psychologique pour faire douter leurs victimes de leur propre réalité. Travailler avec Pierre pendant sa récupération m'a beaucoup appris sur la résilience de l'esprit humain. Malgré tout ce qu'il avait souffert, il a réussi à reconstruire sa confiance en lui-même et finalement à témoigner contre son petit-fils au tribunal. « Monsieur Marcel, m'a dit Pierre, le jour où son petit-fils a été condamné, vous m'avez rendu ma vie. Mais plus que ça, vous m'avez rendu ma foi que la justice existe. » Au fur et à mesure que les mois passaient, mon histoire personnelle a commencé à prendre une nouvelle forme dans mon esprit. La trahison de Mathieu et Valérie n'était plus seulement une blessure personnelle, c'était devenu le catalyseur d'une mission qui sauvait des vies. 1 an après mon audience judiciaire, j'ai reçu un appel qui m'a complètement surpris. C'était Patricia Durand, la docteure qui m'avait aidé à m'échapper de l'hôpital. « Marcel, dit-elle, j'ai des nouvelles sur Mathieu et Valérie. Mon cœur s'est accéléré depuis leur arrestation. J'avais essayé de ne pas penser à eux, de ne pas permettre que leur trahison continue d'empoisonner mon présent. Quel type de nouvelles? Ils vont plaider coupables. Leur avocat m'a contacté parce qu'ils veulent éviter un procès public. Mathieu veut apparemment faire une déclaration. Quel type de déclaration? Des excuses. Et il veut tout confesser publiquement, y compris les noms d'autres membres du réseau criminel qui n'ont pas encore été arrêtés. L'idée de revoir Mathieu m'a rempli d'émotions contradictoires. Une partie de moi voulait le confronter, lui crier dessus, lui faire comprendre le dommage qu'il avait causé non seulement à moi, mais à des dizaines d'autres familles. Mais une autre partie de moi, la partie qui avait été son père pendant 42 ans, ressentait seulement une tristesse profonde pour ce qu'il avait perdu. « Dois-je être là ?» demandai-je. « Ce n'est pas obligatoire, Marcel. Mais je pense que ça pourrait être important pour votre processus de guérison. Et aussi, ça pourrait être important pour les autres victimes de voir que même les auteurs peuvent être tenus responsables. J'ai décidé d'y aller non pas pour Mathieu, mais pour toutes les autres victimes qui avaient besoin de voir que la justice était possible, que les criminels pouvaient être confrontés, que les voix des personnes âgées pouvaient être entendues et respectées. Le jour de l'audience de condamnation, le tribunal était plein de victimes et leurs familles. J'ai vu des visages que je reconnaissais de nos groupes de soutien. Hélène était là, Pierre aussi, et des dizaines d'autres survivants qui avaient trouvé la force de se battre contre leur propre famille traîtresse. Quand Mathieu est entré au tribunal avec des menottes, je l'ai à peine reconnu. Il avait perdu du poids, paraissait plus vieux et pour la première fois de sa vie adulte, semblait vraiment effrayé. Quand Mathieu est monté à la barre pour sa déclaration finale, nos yeux se sont rencontrés pour la première fois depuis cette audience où il avait essayé de me déclarer mentalement incompétent. Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu avant, une honte sincère. Pas la honte d'avoir été pris, mais la honte profonde de quelqu'un qui comprenait enfin l'ampleur de ce qu'il avait fait. « Monsieur le juge, » commença-t-il d'une voix brisée, « il n'y a pas de mots qui peuvent exprimer mon regret pour ce que j'ai fait. Non seulement j'ai trahi mon père, l'homme qui a tout sacrifié pour m'élever, mais j'ai participé à un système qui a victimisé des dizaines de personnes âgées innocentes. » Sa voix a complètement failli. Mon père m'a enseigné l'honneur, la protection des vulnérables, l'importance de la famille, et j'ai pris ces leçons et les ai piétinées par cupidité. Il n'y a pas de pardon pour ce que j'ai fait.
Mathieu s'est alors tourné vers moi. « Papa ?» dit-il, et en entendant ce mot sortir de sa bouche, j'ai senti comme si quelqu'un avait enfoncé un couteau dans ma poitrine. « Je sais que vous ne pourrez jamais me pardonner. Je n'attends pas de pardon, mais je veux que vous sachiez que ce que j'ai fait n'était pas parce que je ne vous aimais pas. C'était parce que la cupidité m'a transformé en quelqu'un que je ne reconnais pas. » Des larmes coulaient sur ses joues. « J'ai autorisé qu'on opère votre cerveau. Votre cerveau, papa, le cerveau qui m'a appris à marcher, qui m'a aidé avec mes devoirs, qui s'est inquiété pour moi chaque jour de ma vie. Il n'y a pas moyen de vivre avec ça. Pour la première fois en plus d'1 an, j'ai ressenti une pointe de l'amour que j'avais eu pour le garçon que j'avais élevé. Mais cet amour était maintenant enveloppé de tant de douleurs que je pouvais à peine respirer. Je veux confesser complètement ma participation à ce réseau criminel, continua Mathieu. Je veux donner des noms, des adresses, des numéros de compte. Je veux que chaque personne qui a participé à ça soit traduite en justice, pas pour réduire ma peine, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Le juge Rousseau, le même qui avait présidé mon cas original, a écouté en silence. Quand Mathieu a terminé sa déclaration, il s'est adressé directement à lui. « Monsieur Dubois, en mes 24 ans comme juge, j'ai vu du regret sincère et j'ai vu de la comédie. Votre confession semble sincère, mais le dommage que vous avez causé transcende toute excuse. Vous n'avez pas seulement trahi votre père, vous avez trahi la confiance fondamentale qui soutient les relations familiales et médicales dans notre société. » Le juge a fait une pause en révisant ses notes. Cependant, votre coopération avec les autorités a résulté dans l'arrestation de 18 membres supplémentaires de ce réseau criminel, et votre témoignage a été instrumental pour rendre plus de 2 millions d'euros de patrimoine volé aux victimes âgées. Je ne pouvais pas comprendre complètement l'échelle de l'opération dont Mathieu avait fait partie. Par conséquent, continua le juge, je vous condamne à 15 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle pendant 10 ans. J'espère que vous utiliserez ce temps pour réfléchir aux conséquences de vos actions et pour trouver une forme de rédemption. 15 ans. Mon fils passerait les 15 prochaines années en prison. Il aurait presque 60 ans quand il sortirait. J'aurais 82 ans si j'étais encore vivant. Valérie a reçu 12 ans. Contrairement à Mathieu, elle n'a jamais montré de remords sincères. Même dans sa déclaration finale, elle a essayé de blâmer les autres de l'avoir influencé, de minimiser son rôle dans la conspiration. Après l'audience, alors que je sortais du tribunal, Mathieu a réussi à s'approcher de moi une dernière fois. Les gardes lui avaient donné quelques minutes pour dire au revoir avant de l'emmener en prison. « Papa, dit-il doucement, je n'attends pas que vous me pardonniez. Mais je veux que vous sachiez que je vais consacrer chaque jour de ma peine à essayer de réparer le dommage que j'ai causé. Tout mon patrimoine, y compris ma part de l'héritage de maman, sera donné à votre fondation. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi voulait l'étreindre, comme je l'avais fait 1000 fois quand il était enfant et avait commis une erreur. Mais une autre partie de moi savait que ce n'était pas une erreur d'enfant. C'était la trahison la plus profonde qu'un père pouvait expérimenter. « Mathieu, dis-je finalement, le fils que j'ai élevé n'aurait jamais fait ce que vous avez fait. Je ne sais pas qui vous êtes maintenant, mais j'espère qu'en prison, vous pourrez trouver un moyen de redevenir l'homme que j'ai un jour pensé que vous étiez. » Ce furent les derniers mots que je lui ai adressés. Les gardes l'ont emmené et je suis sorti du tribunal pour affronter le reste de ma vie sans le fils que j'avais perdu 2 fois. D'abord par sa trahison et ensuite par les conséquences de cette trahison. Les années suivantes sont devenues les plus significatives de ma vie. La Fondation Voix étouffées a grandi jusqu'à devenir une organisation nationale avec des bureaux dans 12 régions. Nous avions aidé plus de 300 victimes de fraude contre personnes âgées, récupéré plus de 8 millions d'euros de patrimoine volé et obtenu que plus de 100 d'auteurs soient condamnés. Mais plus important que les chiffres était l'impact humain. Hélène est devenue ma codirectrice et l'une de mes amies les plus proches. Pierre a commencé un programme de soutien spécifiquement pour les vétérans victimes de fraude familiale.
Patricia a quitté son internat médical pour travailler à temps plein comme notre directrice médicale, développant des protocoles pour que les hôpitaux identifient les opérations non consenties. Pour mon 70e anniversaire, nous avons organisé une grande célébration, qui a aussi servi d'événement de collecte de fonds pour la Fondation. Plus de 500 personnes ont assisté, incluant des survivants de fraude, des professionnels médicaux que nous avions formés, des législateurs qui avaient soutenu nos initiatives de réforme légale et des reporters qui avaient couvert notre travail. Pendant mon discours ce soir-là, j'ai réfléchi sur le voyage extraordinaire qui avait commencé dans ce lit d'hôpital il y a 3 ans. Quand je me suis réveillé de l'opération et découvert la trahison de mon fils, dis-je au public, j'ai pensé que ma vie était terminée. J'ai pensé que la confiance que j'avais mise dans ma famille avait été la décision la plus stupide de ma vie. Mais j'ai appris que la trahison, aussi dévastatrice soit-elle, peut aussi être un catalyseur pour des buts que nous n'avons jamais imaginés. Ma douleur est devenue protection pour d'autres. Mon indignation est devenue action. Ma perte est devenue gain pour des centaines de familles qui sont maintenant en sécurité. J'ai regardé le public et j'ai vu tant de visages familiers, des victimes qui avaient trouvé justice, des familles qui avaient été réunies, des professionnels qui avaient appris à mieux protéger leurs patients âgés. Je ne peux pas récupérer le fils que j'ai perdu, continuai-je. Mais je peux honorer tous les pères, mères, grands-pères et grands-mères qui ont été trahis par ceux en qui ils avaient le plus confiance. Je peux garantir que leur voix soit entendue, que leur dignité soit respectée et que leur valeur, en tant qu'êtres humains, ne soit jamais réduite aux euros dans leur compte bancaire. L'ovation était écrasante, mais ce qui m'a le plus touché était de voir Hélène pleurer de joie au premier rang. Pierre applaudissant avec un sourire qu'il avait récupéré après des années de dépression, et Patricia rayonnante avec la fierté de quelqu'un qui avait choisi d'utiliser sa carrière médicale pour protéger les plus vulnérables. Après la célébration, alors que Robert et moi étions dans ma cuisine nettoyant les derniers plats, mon frère m'a posé une question que j'attendais depuis des années. « Marcel, dit-il doucement, regrettes-tu parfois d'avoir lutté? Souhaites-tu parfois avoir accepté la tutelle et évité toute cette douleur ?» J'ai réfléchi soigneusement avant de répondre. « Tu sais, dis-je finalement, je pense que la version de moi qui existait avant cette trahison aurait accepté la tutelle. J'aurais cru que peut-être j'étais vraiment confus. J'aurais fait confiance que Mathieu savait ce qui était le mieux pour moi. Et maintenant, je sais que l'âge ne nous rend pas automatiquement incompétents. Je sais que nous méritons respect et autonomie jusqu'au jour de notre mort. Et je sais que parfois, les gens que nous aimons le plus sont capables de nous trahir de manière que nous ne pourrions jamais imaginer. J'ai fait une pause, regardant par la fenêtre le jardin, où Edith et moi avions planté des rosiers il y a tant d'années. Mais je sais aussi que la douleur peut être transformée en but, que la trahison peut être convertie en protection pour d'autres, et que même à 70 ans, un homme peut découvrir une force qu'il ne savait jamais posséder. Robert a souri et m'a étreint. L'homme qui s'est réveillé dans ce lit d'hôpital il y a 3 ans était fort, mais l'homme qui est ici maintenant est inarrêtable. Il avait raison. Le Marcel qui était allé à l'hôpital pour une simple opération de la vésicule biliaire avait été un homme aimable, confiant, qui mettait les besoins des autres avant les siens. Le Marcel qui dirigeait maintenant une fondation nationale était un homme qui avait appris que la bonté sans limite peut être dangereuse, mais que la bonté combinée avec sagesse et détermination peut changer le monde. Ce soir, alors que j'écris ces derniers mots de mon histoire, j'ai 70 ans et je me sens plus vivant que jamais. Demain, je volerai à Paris pour témoigner devant le Sénat sur une nouvelle loi qui exigera des évaluations psychologiques indépendantes avant que toute opération cérébrale puisse être autorisée par des membres de la famille. La semaine prochaine, je ferai une présentation à l'Université de Paris sur les signes avant-coureurs de fraude médicale des personnes âgées. Le mois prochain,
Notre fondation ouvrira son 15e bureau, cette fois à Lyon. Mon fils perdu purge sa peine et, bien que j'ai entendu qu'il travaille dans des programmes de réhabilitation et aide d'autres prisonniers avec des cas légaux, nous n'avons pas parlé depuis ce jour au tribunal. Peut-être qu'un jour nous trouverons un moyen de guérir cette blessure, mais pour l'instant, mon focus est sur les milliers de victimes qui ont encore besoin de notre aide. J'ai appris que le vrai amour n'est pas aveugle. Le vrai amour voit clairement, protège férocement et n'accepte jamais la trahison comme le prix de maintenir la paix familiale. J'ai appris qu'un homme de 70 ans peut être aussi puissant que n'importe quel guerrier et que la justice, bien qu'elle arrive tard, a toujours un goût sucré. Je me suis réveillé de cette opération comme une victime, mais je me suis levé de cette expérience comme un combattant. Et cela, je crois, a été la transformation la plus importante de ma vie. Si vous avez aimé mon histoire, vous pouvez me soutenir en faisant un super thanks. Ainsi, je pourrai écrire beaucoup d'autres histoires comme celle-ci. Merci beaucoup d'avance. Et vous, que feriez-vous à la place de cette personne? Je veux vraiment connaître votre opinion. Alors, écrivez ici dans les commentaires. Je suis toujours curieux de savoir ce que vous pensez. Ah, et dites-moi aussi d'où vous regardez cette histoire. Si vous voulez entendre plus d'histoires de vie comme celle-ci, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy. Il y en a beaucoup d'autres qui vous attendent. Un grand câlin et à la prochaine.